comment la modification folle d'un aviateur américain transforma son avion en machine à abattre 20 Japonais par minute. Le Pacifique brûle. Les héros japonais dominent le ciel, rapides, agiles, presque invincibles. Et dans ce chaos, un jeune pilote américain nommé Jack O'Donnell se met à bricoler son avion, seul, en secret. Ses camarades le prennent pour un fou. Mais ce que Jack prépare dans l'ombre va transformer son appareil en une arme capable d'abattre 20 ennemis par minute et changer à jamais la guerre aérienne. Le moteur du P-40 tout sauta, vibra, puis rugit comme une bête blessée. Sous le soleil brûlant des îles Salomon, l'air sentait le kérosène, la sueur et le métal chauffé. Jack O'Donnell enfonça ses lunettes sur le nez et jeta un regard vers la piste de fortune. Une bande de terre battue, bordée de palmiers et de carcasses d'avions carbonisés. « Tu veux encore t'envoler avec ça ?» grogna le sergent Davis, le mécanicien du camp. « Ouais, j'ai juste besoin de tester une idée, » répondit Jack sans lever les yeux. Davis essuya son front d'un revers de manche, noir de graisse. « Une idée ? Jack, t'as déjà cramé 3 mitrailleuses avec tes idées. On n'a plus de pièces de rechange, bordel. » « Je sais, » marmonna Jack, « mais si je me contente de suivre le manuel, on va tous finir en flammes. » Le vent soulevait la poussière rouge, collant à leurs bottes. Derrière eux, la mer était calme, trompeuse. Mais au loin, la radio crachotait. Zéro repéré à 40 kilomètres, formation en approche. Jack serra la mâchoire. Depuis des semaines, il voyait ses camarades tomber un à un, abattus par des chasseurs japonais plus rapides, mieux armés, plus maniables. Les pilotes américains appelaient leur rafale de tir la pluie de billes, parce qu'elle semblait ne jamais atteindre la cible. Leurs balles de calibre .50 rebondissaient sur les zéros, comme sur des pierres. Mais Jack, lui, n'en dormait plus. Chaque nuit, il restait dans le hangar, à démonter ses Browning, à mesurer, à observer la cadence, à écouter le son du tir. Il notait tout dans un petit carnet taché d'huile, une obsession dangereuse. « Tu veux battre les Japonais, mais t'oublies que t'es pas ingénieur, Jack, » soupira Davis. « Alors il est temps que je le devienne, » répliqua-t-il, le regard fixe. Il avait remarqué quelque chose que personne ne semblait voir, le recul. Chaque fois qu'il appuyait sur la gâchette, le canon vibrait, l'avion tremblait, et la rafale s'éparpillait dans le vide. Trop de puissance perdue dans le mouvement. Jack pensait qu'il pouvait la dompter. La nuit, il bricolait. Il démonta un vieux amortisseur d'aile, le coupa, le remonta sur le support du canon. Puis il y ajouta un miroir minuscule, récupéré d'un kit de rasage, fixé à l'intérieur du viseur. Une folie, oui. Mais en regardant à travers, il voyait le reflet du canon et pouvait synchroniser sa visée à la microseconde près. Un miroir pour tuer. Le lendemain, quand il sortit du hangar, les autres le fixaient comme un dément. « Tu comptes te maquiller avant de voler ?» lança un pilote en ricanant. Jack sourit à peine. Non, juste viser mieux. À midi, il fit décoller son P-40 rafistolé. Le ciel vibrait de chaleur. Au loin, 3 silhouettes grises fonçaient sur l'île. Des zéros. Jack inspira profondément. « C'est le moment de voir si je suis fou ou juste en avance, » murmura-t-il. Le combat commença. Les mitrailleuses crachèrent leur feu, l'air trembla. Et, pour la première fois, ces balles ne manquèrent pas. Le premier zéro explosa dans une gerbe de flammes. Mais la victoire dura à peine quelques secondes. Le commandement, furieux de sa modification non autorisée, ordonna de le ramener immédiatement. « O'Donnell, vous venez de désobéir à un ordre direct » gronda la radio. « Oui, capitaine. Mais j'ai enfin touché quelque chose, » répondit Jack calmement.
Il ne le savait pas encore, mais cette journée marquait le début de la légende du canon du ciel. Le lendemain matin, le camp semblait étrangement silencieux. Même les oiseaux, d'habitude bruyants dans les palmiers, semblaient se taire. Jack marchait entre les tentes, encore couverts de poussière et de traces d'huile. Tous les regards se tournaient vers lui, certains d'admiration, d'autres de colère. À la porte du quartier général, un militaire l'attendait, le visage fermé. « Le commandant veut vous voir, immédiatement. » La salle était sombre, la lumière tamisée par des stores sales. Derrière le bureau, le commandant Harris, grand, moustachu, un cigare à la main. À côté de lui, un officier du matériel, carnet à la main, prêt à noter chaque mot. « Lieutenant O'Donnell, » dit Harris d'une voix grave, « est-ce vrai que vous avez modifié votre armement sans autorisation ?» Jack se redressa, les mains derrière le dos. « Oui, monsieur. »« Et vous avez tiré sur l'ennemi avec cet appareil ?»« Oui, monsieur. Et j'ai abattu un 0 confirmé. » Un silence. Le cigare de Harris se consuma lentement. « Vous avez conscience que c'est une violation directe du protocole de maintenance ?» Jack hésita. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce protocole nous fait mourir. » L'officier du matériel leva les yeux, choqué. « Vous mettez en danger tout l'escadron, O'Donnell. Si votre bricolage explose en vol, on aura des débris de P-40 jusque dans la mer. » Jack serra les poings. « Si je ne tente rien, ce sont les zéros qui s'en chargeront. » Harris soupira, se leva lentement, fit le tour de la table et s'approcha de lui. « Lieutenant, vous êtes un bon pilote, mais un soldat ne remet pas en question les ordres. On vous suspendra de vol jusqu'à nouvel ordre. » Le mot « suspendu » tomba comme une balle dans la poitrine de Jack. Il resta figé, la mâchoire crispée, les yeux dans le vide. « Oui, monsieur, » répondit-il d'une voix basse. En sortant, il croisa les regards des autres pilotes. Certains lui firent un signe discret de respect, d'autres s'éloignèrent, craignant d'être associés à lui. Seul Davies, le mécanicien, resta là, appuyé contre une aile d'avion, les bras croisés. « Alors, le génie a fini au tribunal ?» lança-t-il. « Apparemment, ouais. » Jack s'assit à côté de lui, fatigué. « T'as vu les impacts hier? 3 zéros touchés, 1 abattu, tout ça avec un seul chargeur. »« J'ai vu, » répondit Davis, « et je crois que t'as raison. Mais tu sais comment ils sont, là-haut. Ils préfèrent perdre des hommes que changer une vis. » Le soir, Jack retourna au hangar malgré l'interdiction. Le ciel était rouge, comme une plaie ouverte. Il posa la main sur le fuselage de son P-40, le métal encore tiède de la veille. « T'en fais pas, ma belle, » murmura-t-il, « on volera encore. » Il alluma une petite lampe et reprit son carnet. Des croquis, des calculs, des schémas de vibration, de pression. Il perfectionnait déjà son système. Cette fois, il voulait synchroniser le tir avec le recul du moteur, pour que chaque rafale parte exactement dans l'axe du mouvement. Un rythme mécanique parfait, comme un cœur d'acier. Mais au même moment, la base reçut un message urgent. Patrouille Alpha abattue. Zeros repéré au-dessus de la baie. Pas de renfort disponible. Harris leva les yeux vers la radio, pâle. « Où est O'Donnell ?» demanda-t-il. « Suspendu, monsieur. » Harris serra les dents. « Alors que Dieu nous aide. » Dehors, Jack, qui avait entendu la transmission, ferma son carnet. Il regarda son avion, puis l'horizon rougeoyant, et murmura. Dieu n'aura pas besoin de s'en mêler, pas cette fois. La pluie tropicale tombait en rideau épais sur la piste. Le vent soufflait si fort que les palmiers semblaient plier sous le poids du ciel. Mais Jack ne voyait plus rien de tout cela. Il ne voyait qu'un point rouge sur la carte radio, clignotant, isolé, la patrouille Alpha, ses amis, ses frères, encerclés.
Il posa sa main sur le fuselage froid de son P-40. Les gouttes glissaient sur le métal, comme des larmes. Derrière lui, Davis apparut, trempé, une clé anglaise à la main. « Tu ne vas pas faire ce que je pense, hein ?» Jack leva les yeux, un sourire fatigué au coin des lèvres. « Je ne peux pas rester ici. Ils ont besoin d'aide, et personne ne décolle. »« Tu es suspendu, Jack, » s'écria Davis. « Si le commandant te chope, t'es foutu. » « Alors j'aurais au moins été foutu pour une bonne raison. » Le mécanicien resta immobile un instant, puis soupira. « T'as encore la clé du hangar, hein ?» Jack hocha la tête. Davis le fixa longuement, puis lança la clé vers lui. « Fais ce que t'as à faire, mais promets-moi de revenir. » Jack monta dans le cockpit, enclencha les interrupteurs un à un. Le moteur rugit, crachotant la pluie en gerbes d'eau et de feu. Les mécanos sortirent en courant, hurlant qu'il était fou. Mais Jack roulait déjà sur la piste boueuse, prêt à s'envoler. La radio grésilla. « O'Donnell, coupez immédiatement votre moteur. Ordre du commandement. » Jack ferma les yeux, inspira profondément. Puis, d'une voix calme, « Désolé, commandant. Si je meurs là-haut, vous pourrez dire que j'étais fou. Mais au moins, j'aurais essayé. » Le P-40 s'arracha du sol dans un rugissement de tonnerre. Sous lui, la mer s'étendait, sombre et infinie. Devant, à l'horizon, des points noirs dansaient dans la pluie, les zéros. Il se plaça derrière les nuages, profitant d'une ouverture. Sa main tremblait sur la gâchette. Son système de visée bricolé vibrait avec chaque secousse. Dans le miroir, il vit le canon parfaitement aligné avec le centre du viseur. Un battement de cœur. Puis, il tira. La rafale partit comme une rafale de tambour. Les balles tracèrent une ligne parfaite, presque géométrique, vers le premier zéro. L'avion japonais explosa en une boule de feu orangée. Jack tira une seconde fois. 2, 3 ennemis abattus en moins de 30 secondes. Les zéros tournaient, désorientés. Ils ne comprenaient pas. Un seul avion américain, tirant avec une précision chirurgicale. « C'est pas possible », murmura l'un des pilotes japonais dans son intercom, avant de disparaître dans une explosion. Jack cria dans son casque, un cri de rage et de vie. « Venez donc, salopards, venez voir ce que la folie américaine peut faire. » En bas, dans la salle radio, Harris fixait l'écran radar. « C'est impossible, un seul signal, et les zéros tombent les uns après les autres. » L'opérateur leva les yeux, tremblant. « C'est O'Donnell, monsieur, c'est son code. » Harris resta silencieux un moment, puis murmura. « Qu'on lui laisse le ciel. » Après 10 minutes d'un combat acharné, le silence revint. Le carburant de Jack était presque vide. Il jeta un dernier regard vers l'horizon en feu. 6 zéros abattus. Il n'en croyait pas lui-même. Mais alors qu'il faisait demi-tour vers la base, un tir venu du bas éventra son aile droite. Un canon anti-aérien japonais caché sur un îlot venait de l'atteindre. Le moteur gémit. La fumée envahit le cockpit. Jack serra les dents. Pas maintenant, pas après tout ça. Il tira sur le manche, luttant contre la gravité, contre le vent, contre la peur. Le P-40 descendait, lourd, blessé, crachant du feu. Il ferma les yeux et murmura « Tiens bon, ma belle, encore un peu. » Le cockpit empestait la fumée et l'huile brûlée. Les cadrans vacillaient, certains déjà fondus par la chaleur. Jack tirait de toutes ses forces sur le manche, les bras tremblants. Le P-40 perdait de l'altitude à une vitesse effrayante. Dehors, la mer s'étendait, infinie, menaçante. Le vent hurlait dans les fissures du fuselage. Les flammes léchaient l'aile droite. Jack lança un dernier regard au miroir bricolé, ce petit bout de verre qui lui avait permis de survivre. Il pensa à Davis, à la base, au visage de ses camarades tombés, et, d'une voix rauque,
Pas aujourd'hui. Il coupa le moteur, bascula le levier d'urgence et chercha un coin de mer dégagé. Le bruit des balles disparut. Tout se fit silence. Puis avec un fracas assourdissant, le P-40 heurta l'eau. L'impact le projeta contre le tableau de bord. Une douleur fulgurante lui transperça l'épaule. L'eau glacée s'engouffra dans le cockpit. Jack lutta contre la ceinture. L'air lui manquait déjà. Il réussit à ouvrir la verrière d'un coup de coude et s'extirpa tant bien que mal de l'avion qui sombrait. Autour de lui, le Pacifique, vaste, gris, sans fin. La pluie battait son visage, les vagues le soulevaient comme une poupée de chiffon. Il avait perdu son casque, son pistolet, tout. Il n'avait que son gilet de sauvetage et son carnet trempé dans la poche. Le moteur du P-40 disparut dans les profondeurs, avalé par l'océan. Le silence retomba, seulement troublé par le claquement régulier des vagues. Jack resta là, flottant, haletant, le regard perdu vers le ciel. Il ne savait pas si quelqu'un avait vu sa chute, ni s'il verrait à nouveau la terre. Les heures passèrent. Le soleil reparut, impitoyable. Sa gorge était sèche, ses muscles tétanisés. Il pensait à son miroir, à sa folie, à tout ce qu'il avait risqué pour prouver qu'il avait raison. Et pour la première fois, il douta. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'il était simplement fou. Soudain, un grondement au loin, un bruit familier, celui d'un moteur d'avion. Jack leva les yeux, aveuglé par le soleil. Une silhouette approchait, large, reconnaissable. Un hydravion américain. Il agita les bras de toutes ses forces, criant jusqu'à s'en arracher la voix. L'appareil passa une première fois sans le voir, puis revint plus bas. Un signal lumineux. Jack éclata de rire et de larmes à la fois. Il n'avait plus la force de bouger, mais il savait. Il l'avait trouvé. Quelques minutes plus tard, il sentit des bras le tirer hors de l'eau. Un visage flou, un casque, une voix. « Tiens bon, lieutenant, on t'a vu tomber. » Jack perdit connaissance. Quand il rouvrit les yeux, il était dans l'infirmerie de la base, son bras en écharpe, la peau brûlée par le sel. Et à côté de lui, le commandant Harris, silencieux. « Vous auriez dû mourir, O'Donnell ?» dit Harris d'une voix basse. Jack esquissa un sourire faible. « Désolé de vous décevoir, monsieur ?» Harris resta un instant sans rien dire, puis posa sur le lit un dossier brun. « On a récupéré ton avion, ou plutôt ce qu'il en reste, et ton système. » Il marqua une pause. « Les ingénieurs du corps aérien veulent te parler. » Jack cligna des yeux, incrédule. « Vous voulez dire qu'ils vont le tester? » « Oui. Et si ce que tu dis est vrai, O'Donnell, tu viens peut-être de changer la manière dont nos pilotes vont se battre. » Jack ferma les yeux, un sourire fatigué sur les lèvres. Il pensa à son miroir, à Davis, à ses amis. Sa folie venait peut-être de devenir son héritage. Le matin était clair, presque paisible. Sur la base, les hommes marchaient lentement, comme si la guerre s'était éloignée pour quelques heures. Mais dans le hangar numéro 3, la tension était palpable. Autour d'une table métallique, 3 ingénieurs de l'US Army Air Forces examinaient le petit dispositif récupéré sur l'épave du P-40 de Jack. Un simple miroir, un support d'amortisseur tordu, quelques câbles soudés à la main. C'est donc ça, la fameuse invention du lieutenant O'Donnell, fit l'un d'eux avec un sourire moqueur. Un bout de verre et de métal. Le type devait vraiment avoir perdu la tête. Harris, présent dans la salle, ne répondit rien. Il se contenta de fixer le miroir. Puis il déclara calmement. Ce bout de verre a abattu 6-0 en 10 minutes. Un silence lourd suivit. L'ingénieur principal, un homme aux lunettes épaisses, s'approcha du dispositif. Il ajusta l'angle du miroir,
observa la réflexion du canon à travers le viseur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent lentement. Mon Dieu! Il a corrigé le décalage de vibration. Il a aligné l'axe du tir sur le recul moteur. En d'autres termes, demanda Harris, en d'autres termes, il a transformé un viseur mécanique en viseur gyrostabilisé, avec un miroir de rasage. Jack, assis sur une chaise un peu plus loin, observait la scène sans un mot. Son bras bandé, le regard fatigué, mais brillant d'une lueur de fierté. « Je l'ai juste testé, » murmura-t-il. « Je voulais que la rafale reste droite, même quand tout tremble. » L'ingénieur hocha la tête, fasciné. Et ça a marché. Mieux que ce que nous avions prévu depuis 2 ans. Harris se tourna vers Jack. « Tu comprends ce que tu viens de faire, lieutenant. Tu viens de créer une méthode de visée que même nos laboratoires de Dayton n'ont pas encore terminée. » Jack eut un petit rire amer. « J'ai juste essayé de survivre, monsieur. » Un des ingénieurs s'approcha de lui. « Lieutenant, si vous êtes d'accord, nous voulons reproduire votre système sur un P-51 d'essai. Et vous serez le pilote d'essai. » Jack resta interdit. « Moi, après ce que j'ai fait ?» Harris croisa les bras. « Vous avez désobéi à un ordre, oui, mais vous avez aussi prouvé qu'un peu de folie peut sauver des vies. On ne peut pas ignorer ça. » Pendant les jours qui suivirent, Jack travailla avec les ingénieurs, dessinant chaque détail, ajustant chaque angle de miroir, chaque vibration du canon. Davis, revenu du hangar, le regardait bricoler avec un sourire fier. « Alors, le tribunal militaire, c'est fini. » Jack haussa les épaules. « Disons que je passe du statut de fou à celui de cobaye. » Ils rirent. Le hangar résonnait à nouveau de bruits familiers. Le cliquetis des outils, le sifflement des compresseurs, l'odeur de graisse chaude. Mais cette fois, c'était différent. Jack ne travaillait plus seul. Son idée devenait un projet officiel, le Mirror Fire Control System. Une nuit, il resta seul devant le prototype fini. Il posa la main sur le fuselage du P-51 flambant neuf, argenté sous la lumière des lampes. Dans le reflet du miroir, il vit son propre visage, fatigué, couvert de cicatrices. Et derrière, la silhouette de l'avion. Il murmura « Tu vois, Davis, parfois, faut être un peu cinglé pour voir droit. » Le soleil se levait sur la base comme une lame d'acier, tranchant le ciel. Les hommes s'étaient rassemblés près de la piste, silencieux. Le nouveau P-51, baptisé Lucky Star, brillait sous la lumière du matin, fuselage argenté, nez rouge, et à l'intérieur, un miroir si petit qu'il semblait insignifiant. Jack marchait lentement vers l'avion, en combinaison propre, les mains gantées. Il portait encore les traces de sa dernière chute. Une cicatrice fine le long de la tempe, un bandage à l'épaule. Mais dans son regard, plus aucune peur. Davis l'attendait près de l'aile, une tasse de café à la main. « Tu sais, je me disais, t'aurais pu breveter ton truc, devenir riche, vivre à Chicago, boire du whisky. » Jack sourit. « Et laisser les autres mourir là-haut, pas mon style. » Il posa sa main sur la carlingue. Le métal vibrait déjà sous la tension du moteur d'essai. L'ingénieur principal s'approcha, une pile de dossiers sous le bras. « Lieutenant O'Donnell, tout est prêt. Si votre système fonctionne, on lancera la production. Et si ça ne marche pas, alors vous serez juste un héros mort. » Jack éclata d'un petit rire nerveux. « Ça, c'est motivant. » Le moteur rugit. Les pales du P-51 fendirent l'air dans un sifflement. Les mécaniciens s'écartèrent. Le sol tremblait. Harris, posté dans la tour, observa la scène à travers ses jumelles. Il murmura pour lui-même. « Montre-nous, Jack. Montre-nous que ta folie valait la peine. » L'avion s'élança. Le décollage fut parfait. Jack monta en flèche, traversant les nuages bas.
puis se stabilisa à 3000 mètres. Devant lui, un groupe de drones cibles pilotés à distance. C'était l'ultime test. Précision, cadence, efficacité. Il enclencha le système. Le miroir vibra légèrement, ajustant l'angle selon le mouvement du moteur. Jack inspira profondément. Sa main se posa sur la gâchette. 3, 2, 1. Le canon cracha sa première rafale. Et soudain, le ciel s'illumina. Les impacts étaient parfaits. Chaque balle suivait la ligne exacte du viseur. Les drones furent pulvérisés les uns après les autres, comme des allumettes dans le vent. Au sol, l'équipe observait les écrans de télémétrie. 30% de précision en plus, 40, 50. L'ingénieur se tourna vers Harris, abasourdi. « C'est impossible, on n'a jamais vu une telle stabilité de tir. » Harris serra le poing. « Ce n'est pas impossible, c'est O'Donnell. » Dans le cockpit, Jack sentait la vibration du canon résonner jusque dans sa poitrine. Il avait l'impression que l'avion et lui ne faisaient plus qu'un. Chaque tir semblait une extension de sa propre volonté. Il cria dans la radio « Ça marche, bordel! Ça marche !» Mais à cet instant, une explosion secoua le flanc gauche de l'appareil. Une pièce du mécanisme venait de céder sous la pression. L'aile vibra violemment. Le miroir se détacha et vola dans le cockpit, ricochant sur le tableau de bord. Jack tenta de reprendre le contrôle, mais l'avion piquait déjà vers le sol. Il cria dans le micro « Mayday! Perte de contrôle partielle !» La tour répondit aussitôt « O'Donnell, éjectez! Répétons, éjectez !» Mais il refusa. Il serra les dents, cherchant à stabiliser le P-51. Le vent hurlait, la terre approchait à une vitesse terrifiante. Et au milieu du chaos, Jack aperçut le petit miroir sur le plancher, brisé, reflétant son visage déformé. Il pensa « Si c'est la fin, qu'elle soit droite. » À 100 mètres du sol, il réussit à tirer le manche, forçant l'avion à remonter. L'appareil rebondit sur la piste dans un choc brutal, dérapa, puis s'immobilisa dans une gerbe de poussière et de fumée. Silence. Les hommes accoururent. La verrière s'ouvrit lentement, grinçant. Jack leva la tête, le visage couvert de sang, mais vivant. Il sortit du cockpit, chancela, puis leva le poing vers le ciel. « Le système marche », dit-il simplement. « Il faut juste un meilleur miroir. » Le hangar éclata d'un rire mêlé de larmes. Même Harris, dans la tour, laissa échapper un sourire rare. « Il vient peut-être de réécrire nos manuels », murmura-t-il. Le lendemain, la base entière semblait différente. Les visages étaient plus détendus, les regards drugis. On ne disait plus « le fou O'Donnell ». On disait maintenant « le type du miroir ». Dans le hangar, les ingénieurs travaillaient sans relâche. Une dizaine de P-51 alignés attendaient leurs nouvelles pièces, ajustées avec précision. Un système inspiré du bricolage de Jack, désormais perfectionné et officialisé sous le nom de MFCS, Mirror Fire Control System. Jack, bras encore bandés, supervisait les réglages. Chaque fois qu'un pilote passait près de lui, il lui faisait un signe de tête respectueux. Harris, de son côté, gardait un œil sur tout, sans jamais trop sourire, mais son ton avait changé. « Lieutenant O'Donnell, » dit-il en approchant, « le commandement a validé votre système pour un déploiement limité. Les 10 prochains appareils en seront équipés. » Jack haussa les sourcils. « 10 ? 10 pour commencer. Si les résultats se confirment, il y en aura 100, peut-être 1000. » Jack resta silencieux. Il fixait les avions, leurs ailes brillantes, les miroirs désormais fixés à l'intérieur des viseurs, comme de petits éclats de vérité. « Vous avez fait du bon travail, » dit Harris, plus bas. « Vous avez sauvé plus de vies que vous ne l'imaginez. » Jack sourit faiblement. « J'espère surtout que ça servira à quelque chose. »
Oh, ça servira. Et devinez quoi? Vous allez retourner là-haut. Jack leva un sourcil. Vous voulez encore que je teste? Pas cette fois. Vous allez mener la première escadrille équipée du MEF-CS. Le silence tomba. Jack sentit son cœur battre plus fort. Une mission réelle? Une mission réelle. Les Japonais ont renforcé leur position à Rabaul. Vous partirez à l'aube. La nuit tomba lentement sur la base. Jack resta seul dans le hangar, assis sur une caisse de munitions, regardant son nouvel avion. Davis arriva, une boîte de conserve à la main. « J'ai trouvé ça pour toi », dit-il en s'approchant. Il ouvrit la boîte et en sortit un petit miroir, rond, poli, pour remplacer celui que t'as perdu. Jack éclata de rire ému. « Davis, t'es le seul taré qui puisse me comprendre. »« Ouais, on est deux dans le club, mon pote. » Ils restèrent là, silencieux, écoutant le vent qui faisait vibrer la tôle du hangar. Jack finit par murmurer « Tu crois qu'on peut changer le monde avec un miroir ?»« Non, » répondit Davis, « mais on peut au moins viser un peu mieux. » À l'aube, les moteurs rugirent. Le ciel s'embrasait d'un rose métallique. 10 P-51 décollèrent en formation, leurs nez rouges alignés, miroirs scintillant dans la lumière du matin. Jack, en tête, ajusta son casque et lança dans la radio. « Escadrille au miroir, formation serrée. On montre au Pacifique comment on réfléchit, messieurs. » Les rires résonnèrent dans les casques. Puis le silence. La mission commençait. À mesure qu'ils approchaient de la côte ennemie, le radar signala plusieurs contacts. Des zéros. Des dizaines d'entre eux. Jack inspira profondément. « Préparez-vous. Première vraie danse. » Les avions japonais surgirent de la brume, fonçant sur eux. Mais cette fois, ce n'était pas le même combat. Les P-51 tirèrent presque en même temps, leurs rafales parfaitement coordonnées. Chaque tir, chaque impact semblait écrit d'avance. Les zéros tombaient comme des feuilles dans un vent brûlant. Les communications radio s'emplirent de cris de joie. « Touché! Encore un! Ils n'ont aucune chance, Jack !» Et au milieu du vacarme, Harris, depuis la base, observait sur le radar la scène irréelle. Les points rouges s'effaçant un à un, il murmura. Il avait raison. La folie était du génie déguisé. Quand Jack et son escadrille revinrent, la base entière les attendait. Les hommes applaudirent, les drapeaux se levèrent, et Harris, pour la première fois, salua Jack au garde-à-vous. « Vous venez de signer la fin du règne des zéros, lieutenant. » Jack répondit simplement. « Non, monsieur, c'est le miroir qui l'a fait. » Le soir, après la mission, la base vibrait encore des acclamations, des rires, des embrassades, des moteurs qu'on coupait, des casques qu'on jetait à terre. Mais Jack, lui, s'était éloigné. Il marchait seul vers la piste, les mains dans les poches, son regard perdu dans la lumière du couchant. Le ciel était calme à présent. Les flammes de la journée s'étaient tues, ne laissant qu'un silence étrange, presque sacré. Harris le rejoignit. « Vous devriez être aux messes, lieutenant. On vous attend pour célébrer. » Jack haussa les épaules. « Je préfère écouter le silence. C'est lui, le vrai bruit de la victoire. » Le commandant resta à côté de lui, un moment. « Vous savez, O'Donnell, le haut commandement a décidé de nommer votre système O'Donnell Mirror Sight. Vous allez entrer dans les manuels. » Jack tourna la tête, surpris. « Dans les manuels? Vous êtes sûr qu'ils veulent se mettre le nom d'un type qui a désobéi à 3 ordres directs? » « Justement, parce qu'il faut parfois désobéir pour faire avancer le monde. » Ils restèrent là, côte à côte, à regarder le soleil disparaître derrière les collines. Puis Harris ajouta « Vous avez quelque chose de rare, lieutenant. Vous voyez droit, même quand tout tremble. » Jack esquissa un sourire. « C'est le miroir, monsieur. »
Il me rappelle que même les fous peuvent viser juste. Quelques semaines plus tard, les rapports confirmèrent ce que tout le monde pressentait. Les escadrilles équipées du MEF-CS avaient réduit les pertes de 70%. Les héros n'étaient plus des fantômes intouchables. Le ciel du Pacifique appartenait de nouveau aux Alliés. Dans un petit atelier au fond du hangar, Jack rangea son carnet de notes. Sur la dernière page, il écrivit « La précision ne vient pas de la machine. Elle vient de celui qui ose croire qu'il peut la corriger. » Il posa son crayon, regarda une dernière fois le petit miroir que Davis lui avait offert. Le reflet montrait son visage fatigué, mais apaisé. Derrière, on voyait l'ombre d'un P-51 prêt à s'envoler. Il murmura « Allez, ma belle, il reste encore des ciels à réparer. » Puis, il éteignit la lampe, referma la porte du hangar et disparut dans la nuit, laissant derrière lui le scintillement d'un petit morceau de verre, celui qui avait changé la guerre. Parfois, la frontière entre la folie et le génie tient dans un simple reflet, et ceux qu'on traite de fous sont souvent ceux qui voient le plus clair. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies où la créativité, le courage et la folie des hommes ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Parce que derrière chaque victoire, il y a toujours un esprit qu'on a d'abord appelé fou.